Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui poursuivent leur conflit en Iran, un conflit qui semble s'installer dans la durée. Nous observerons ensuite les possibles conséquences de la guerre en Iran, justement sur les belligérants qui s'affrontent sur le théâtre ukrainien. Et puis, the last but not least, comme on dit, for sure, Emmanuel Macron s'adresse encore aux Français. Au menu, un peu de peur, un peu de guerre et surtout beaucoup de blabla. Le brouillard de la guerre s'épaissit en Iran. Après seulement 5 jours de frappe, Téhéran refuse de capituler. Les conséquences de la guerre de Donald Trump se font de plus en plus sentir. Explication d'Edouard Chano. L'Iran ne négociera pas. Mohamed Mokber, conseiller de l'Ayatollah Khamenei, l'affirmait ce matin à la télévision iranienne, ajoutant vouloir poursuivre la guerre longtemps. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a quant à lui fustigé la trahison diplomatique américaine. Lorsque des négociations nucléaires complexes sont traitées comme une simple transaction immobilière et lorsque de gros mensonges obscurcissent la réalité, il est impossible de satisfaire des attentes irréalistes. Le résultat, faire sauter la table des négociations par dépit. Monsieur Trump a trahi la diplomatie et les Américains qui l'ont élu. Le ministre iranien avait déjà la veille dénoncé une entrée en guerre au nom d'Israël. Au 5e jour du conflit, Tsahal a revendiqué mener des frappes à grande échelle à Téhéran. Les bombardiers furtifs B-2 américains sont, selon plusieurs sources, aussi entrés en action. Selon l'analyste Patricia Marens sur X, les mesures de contre-batterie des armées israéliennes et américaines affaiblissent progressivement les capacités iraniennes en endommageant les sites de lancement. La surveillance par drone et en orbite réduit la cadence de tirs iraniens. Selon des sources israéliennes, les alertes se font moins nombreuses en Israël, de 176 le 28 février à 37 le 3 mars. Toutefois, rien ne semble corroborer une pénurie imminente de lanceurs et de missiles iraniens accumulés depuis près de 30 ans. Les frappes sur les voisins du Golfe semblent quant à elles ne pas faiblir. Aussi, la supériorité aérienne n'a pour l'heure toujours pas été établie au-dessus de Téhéran et la marine iranienne, qui a officiellement perdu 8 navires dont le Soleimani revendiqué par Washington ce mercredi, compte encore une trentaine de bâtiments, mais surtout conserverait des centaines de vedettes lance-missiles intactes et indispensables pour maintenir le détroit d'Ormuz fermé. En clair, l'Iran s'est installé dans une guerre d'attrition, espérant rendre le conflit coûteux pour Washington et Tel Aviv. Les frappes d'élimination apparaissent de plus en plus incertaines, donc Donald Trump a affirmé mardi que la plupart des responsables iraniens auxquels il pensait pour diriger le pays étaient morts. Or, selon des fuites dans la presse turque, l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, annoncé mort il y a 48 heures, ne le serait pas, tout comme Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême et éventuel successeur, selon des sources iraniennes rapportées par Reuters. Reste que l'escalade gagne la région et les conséquences se font sentir jusqu'en Europe. Le Liban a annoncé 11 morts dans des frappes israéliennes au sud de Beyrouth et Baalbek. Ce matin, des unités blindées de Tsahal ont franchi la frontière internationale sous le couvert de frappes d'artillerie, occupant 3 villages. En réponse, le Hezbollah a bombardé les localités frontalières. En Europe, la panique se fait sentir alors que les cours du pétrole et du gaz flambent, respectivement de 8 et 30%. Emmanuel Macron, qui n'a fait que regretter les conséquences de l'agression israélo-américaine, évoquant du bout des lèvres l'irrespect du droit international et affirmé que Téhéran portait la responsabilité première de ce conflit, a annoncé mardi soir le déploiement du Charles de Gaulle, actuellement dans la Baltique, vers la Méditerranée. Son rôle reste encore incertain, mais Paris est lié par des accords au Qatar, au Koweït, aux Émirats et à la Jordanie. De surcroît, l'opération de rapatriement de 400 000 Français présents dans la région a commencé. Le chancelier allemand Friedrich Merz, de son côté, était hier à Washington, admettant son alignement complet sur son suzerain américain. Comme je l'ai dit en Allemagne, ces 2 derniers jours, nous avons soutenu les États-Unis et Israël dans leurs efforts pour se débarrasser de ce terrible régime terroriste. Et nous attendons avec impatience l'après. Nous avons discuté de stratégie. Que se passera-t-il après la chute de ce régime ? Nous devons élaborer une stratégie pour toute la région et nous avons un intérêt majeur à adopter une approche commune et à travailler ensemble sur ce que nous pouvons faire. C'est important non seulement pour les Américains, mais aussi pour l'Europe et pour Israël, ainsi que pour sa sécurité. Il faut dire que résister à Washington pourrait se payer le prix fort. Donald Trump a menacé de cesser tout commerce avec l'Espagne, fustigeant le refus madrilène de laisser les États-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour leur guerre contre l'Iran
et ses dépenses militaires insuffisantes. Ce matin, le Premier ministre Pedro Sánchez a courageusement rappelé le précédent de la guerre contre l'Irak, refusant d'être entraîné dans un conflit illégal au Moyen-Orient. Car l'après reste pour le moins incertain, alors que Washington montre ses muscles, mais peine visiblement dans l'immédiat. Le président américain a déclaré mardi que l'US Navy pourrait escorter des pétroliers si nécessaire à travers le détroit d'Ormuz. Selon CNN, la CIA travaillerait aussi actuellement à armer des minorités kurdes pour les pousser au soulèvement dans l'est du pays. À défaut de savoir où l'Amérique va exactement, les évangélistes qui soutiennent Donald Trump pensent avoir trouvé la réponse. Des dizaines de militaires américains ont alerté la Fondation pour la liberté religieuse militaire. En effet, certains commandants ont présenté la guerre comme un volet du plan divin biblique. Selon plus de 100 plaintes, voire 200 selon d'autres sources, des officiers ont invoqué le livre de l'Apocalypse et Armageddon, affirmant que le conflit annonce le retour imminent du Christ. Un commandant aurait déclaré sourire aux lèvres que Donald Trump aurait été oint par Jésus pour déclencher l'Apocalypse et le retour du Messie. On connaissait les syndromes post-traumatiques après une guerre. L'US Army aura inventé les troubles pré-traumatiques. La guerre américano-israélienne en Iran a-t-elle des conséquences sur le conflit en Ukraine? Pendant que les regards sont tournés vers le Proche et le Moyen-Orient, les affrontements aux portes de l'Europe, eux, se poursuivent aussi. Qui en tirera l'avantage? Réponse tout de suite. De l'Est à l'Orient, après 4 années de guerre en Ukraine, omniprésente dans les médias, les opérations Lion rugissant et Furie épique lancées samedi dernier sur l'Iran par Tel Aviv et Washington pourraient bien avoir des conséquences sur le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Membre des BRICS, l'Iran affaibli n'est pas une bonne nouvelle pour le Sud global dont les organisations ne comprennent pas d'aide militaire mutuelle à la manière d'un article 5 de la charte de l'OTAN. Certains commentateurs estiment d'ailleurs que l'attaque américaine contre l'Iran vise aussi à réduire le poids de cette nouvelle organisation des BRICS, dont l'essor a été remarqué ces dernières années. Pour la Russie, les frappes contre l'Iran renforcent aussi l'affaiblissement de ses alliances orientales après le départ de Bachar el-Assad de la Syrie au profit de Mohamed al-Shara, anciennement al-Joulani, un homme adoubé par l'État américain, passé pourtant par les terroristes d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra et de Hayat Tahrir al-Sham, avant de s'offrir ce relooking express. Désormais, la présence russe en Syrie se limite à 2 bases militaires, aériennes à Khmeimim et navales à Tartous. Un recul de Moscou dans la région que la déstabilisation de l'Iran devrait renforcer. Le flot des armes et des munitions n'étant quant à lui pas illimité, des conséquences pourraient aussi se faire ressentir sur le terrain. Les drones iraniens Shahed se sont d'ailleurs fait remarquer pour leur utilisation par la Russie sur le terrain ukrainien. Volodymyr Zelensky a donc voulu saisir la balle au bond pour en tirer parti. Le Moyen-Orient a des liens étroits avec la Russie et de l'influence. S'il demande à la Russie un cessez-le-feu, disons 1 ou 2 mois, on pourra envoyer nos spécialistes pour protéger les civils. Une connaissance des drones kamikazes iraniens que Zelensky a tenté de monnayer sans succès pour le moment. Il faut dire que les Shahed se sont fait remarquer sur le théâtre de guerre depuis longtemps, notamment pour leur faible coût de production. Sans surprise, ils sont très actifs dans la riposte de Téhéran. Néanmoins, tout porte à croire qu'un transfert de technologie permet depuis longtemps à Moscou de produire ces drones kamikazes de façon résiliente. Ainsi, le conflit oriental ne devrait pas avoir d'incidence sur les capacités russes en Ukraine. En revanche, les approvisionnements d'armes américaines pour l'Ukraine devraient se compliquer. Sans surprise, la priorité est donnée aux besoins de Washington et les envois à Kiev pourraient se raréfier, venant ainsi aggraver une situation déjà tendue, particulièrement sur la défense antiaérienne. Zelensky craint aussi que les États-Unis ne l'oublient pas seulement pour les armes, mais profitent simplement de leur déploiement contre l'Iran pour accélérer la sortie de la guerre en Ukraine et négocier des conditions plus favorables pour la Russie, ce qui n'apparaît pas le scénario le plus probable dans l'immédiat. Il pourrait toutefois être envisageable dans la perspective des élections américaines de mi-mandat où Trump aura du mal à servir son discours de paix. Sur le plan financier, le camp occidental devrait en toute logique se tendre aussi et restreindre les ressources de l'Ukraine, bien que l'essentiel des déclarations relève souvent de l'argent magique. La Russie pourrait quant à elle tirer profit des conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les transferts énergétiques et l'augmentation des prix du pétrole comme du gaz vont renforcer le financement de son effort de guerre. Les menaces de Donald Trump d'augmentation des droits de douane, passablement retoquées par la Cour suprême, ne pourront rien faire face aux réalités des besoins, à commencer par ceux de l'Inde. Tout porte donc à croire que Vladimir Poutine tirera davantage de ce conflit déclenché par l'alliance américano-israélienne que Volodymyr Zelensky.
Reste à savoir si le prochain rendez-vous de négociation sur l'Ukraine aura lieu comme prévu les 5 et 6 mars prochains à Abu Dhabi, alors que les Émirats arabes unis essuient les frappes de riposte de l'Iran contre les bases américaines, tout un symbole pour discuter de la paix. Vous aviez trouvé Emmanuel Macron pénible lundi, eh bien vous avez été resservi mardi. 24 heures après ses annonces sans trop d'intérêt, le président a récidivé. L'explication d'Olivier Frère-Jacques. L'incontinence verbale se poursuit après nous avoir gratifié d'annonces nucléaires qui n'ont pas franchement capté l'attention lundi. Le président Macron a remis le couvert mardi dans un format, merci à lui, plus court et avec une mise en scène grotesque depuis l'Élysée. Sur son bureau, un livre du poète communiste Pablo Neruda, violeur de femmes de chambre et récompensé du prix Staline de la paix. Dans cet ouvrage, un marque-page pas très habilement placé, laissant penser que le président a bien avancé dans sa lecture. Emmanuel Macron a une nouvelle fois admis que c'est la coalition israélo-américaine qui a agressé, tout en affirmant que cette agression est la faute de l'Iran, un peu à la manière du violeur qui invoque la jupe trop courte de sa victime. Mes chers compatriotes, depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux. Pourtant, il n'y a toujours pas de preuve du développement d'une arme atomique iranienne et l'on voit pointer une singulière symétrie avec l'invocation quasi religieuse des armes de destruction massive imaginaires invoquées contre l'Irak il y a 2 décennies par les États-Unis. Emmanuel Macron a aussi invoqué la volonté de l'Iran de détruire l'État israélien, oubliant que Donald Trump et Benjamin Netanyahou affichent la même volonté à l'égard de l'État iranien. Le président a également joué au tour opérateur en évoquant le rapatriement des Français présents dans la région. Nous sommes en train d'organiser en bon ordre le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent, en commençant par les plus vulnérables. Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe, mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées dans les pays concernés comme à Paris pour organiser les retours dans les meilleures conditions. Il ne s'agirait pas de froisser les Instagrammeurs exilés fiscaux dans les pays du Golfe. Le président a aussi fait valoir un renforcement du dispositif Sentinelle autour des lieux les plus exposés. Le dernier attentat chiite en France remonte à 40 ans. Enfin, le président a évoqué les alliances de la France sur place, notamment avec l'état financier du terrorisme islamiste, qui lui a fait plusieurs centaines de morts sur notre sol, le Qatar. Nous avons des accords de défense qui nous lient avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés et nous leur devons solidarité. Après avoir accusé l'Iran d'avoir soutenu le Hamas, ce qui est juste, le président entend donc jouer la solidarité avec le Qatar, qui lui hébergeait des dirigeants de l'organisation armée palestinienne. En septembre 2025, une frappe israélienne a même visé des cadres du Hamas à Doha. Emmanuel Macron a également annoncé le déploiement de matériel militaire pour soutenir les pays alliés sur place, mais aussi un État membre de l'Union européenne pris à partie, Chypre. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. Une initiative légitime, mais il s'agirait néanmoins de rappeler à Emmanuel Macron que Chypre est occupée pour moitié par la Turquie. Le porte-avions Charles de Gaulle, accompagné de son escorte de frégates et de moyens aériens, a reçu l'ordre de faire route vers la Méditerranée orientale pour sécuriser le trafic maritime, notamment dans le détroit d'Ormuz, actuellement fermé et vital pour les approvisionnements en pétrole et en gaz. Le président a par ailleurs mis en garde contre une extension du conflit au Liban. L'agitation télévisuelle macronienne compense difficilement l'absence de poids de la France dans le monde sous sa présidence, comme a pu le résumer l'ancien ministre Pierre Lelouch. Je pense que Trump n'a aucune espèce de respect pour les Européens en général, pour Macron en particulier sans doute aussi. Donc je pense qu'il ne l'a pas appelé. Merz prétend qu'il a été prévenu quelques heures avant. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas du président de la République. Il a l'habitude de ne pas être consulté, on va dire ça comme ça. Et impliqué ? L'engagement en demi-teinte auprès d'alliés plus ou moins fiables, ou comment résumer à l'international le « en même temps » macronien, fait de suivisme à l'égard de Washington, qui le méprise, et de tentative de jouer les gros bras. Et à présent, nous passons à l'actualité en bref en France.
Paris vaut bien une élection. À 2 semaines du premier tour des élections municipales dans la capitale, le dernier sondage IFOP Judicial pour l'opinion et Sud Radio, réalisé du 16 au 19 février auprès de 991 électeurs parisiens, montre une course serrée. Au premier tour, Emmanuel Grégoire, de la coalition PS écologiste et Parti communiste, recueille 32% des intentions de vote, devant Rachida Dati pour LR, Modem et UDI à 30%. Suivent Pierre-Yves Bournazel pour Horizon Renaissance à 12%, Sophia Chikuru de LFI à 11% et Sarah Knafo de Reconquête à 11% également. 5 listes sont donc en mesure de se qualifier pour le second tour. Thierry Mariani pour le RN et UDR est lui donné à 4%. Au second tour, Rachida Dati l'emporterait dans 3 scénarios sur 4, mais un match à 5 la verrait battu de justesse par Emmanuel Grégoire. Le refus de Pierre-Yves Bournazel de se rallier à elle et le rejet de Sarah Knafo pourrait néanmoins isoler Rachida Dati, là où la gauche pourrait s'unir. La mairie est donc loin d'être gagnée pour le ministre de la Culture démissionnaire. Laxisme ou justice. David Otia, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quintuple assassinat de la famille Flactif en avril 2003 au Grand Bornand en Haute-Savoie, a déposé une demande de libération conditionnelle. Âgé de 53 ans et incarcéré depuis 2003 au centre pénitentiaire de Toul en Meurthe-et-Moselle, il a purgé sa période de sûreté de 22 ans, rendant cette requête possible dès 2026. La demande, formulée le 12 septembre 2025 via son avocat, vise un placement extérieur probatoire. Le parquet de Nancy confirme que le juge de l'application des peines attend une expertise pluridisciplinaire de dangerosité. Le parquet de Nancy confirme que le juge de l'application des peines attend une expertise pluridisciplinaire de dangerosité réalisée par le Centre national d'évaluation avant toute audience. Aucune date n'est fixée pour l'examen de la requête. Un certificat médical pour sécher une convocation au Parlement. Mardi, l'ancienne présidente du Louvre, Laurence Descartes, ne s'est pas présentée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur la sécurité des musées. Elle avait déjà été convoquée une première fois le 25 février et avait réclamé un report de son audition en raison de sa démission du Louvre la veille. Un report qui lui avait été accordé. Cette fois, elle avait de nouveau demandé un report qui lui a été refusé. Elle ne s'est pas présentée avec un arrêt médical à l'appui. Le rapporteur de la commission, le député écologiste de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, a dit mettre en garde Laurence Descartes alors que les députés ont des questions concernant le casse du siècle du 19 octobre et les défaillances dans la sécurité du musée. Et nous poursuivons avec le reste de l'actualité internationale. Pression américaine dans les Caraïbes. Cuba fait face à une pénurie prolongée de kérosène dans ses aéroports qui devrait durer au moins jusqu'au 10 avril selon une notification officielle de l'entreprise cubaine de navigation aérienne. Cette crise liée au blocus énergétique américain et à l'arrêt des livraisons du pétrole vénézuélien depuis janvier a déjà provoqué la suspension ou la modification de nombreux vols par des compagnies russes, canadiennes et autres. Plusieurs transporteurs doivent effectuer des escales pour se ravitailler. Le tourisme, deuxième source de devises de l'île après les services médicaux et employant environ 300 000 personnes, est fortement menacé, accentuant les difficultés économiques déjà aggravées par la pandémie de chikungunya et les sanctions. La Russie veut ses 210 milliards de dollars d'avoirs. La Banque centrale russe a annoncé mardi avoir lancé un recours devant le tribunal de l'Union européenne pour contester le gel prolongé et indéterminé de ses avoirs. Moscou dénonce une violation grave des droits fondamentaux, accès à la justice, inviolabilité de la propriété et immunité souveraine des États et de leur banque centrale. La Commission européenne a réaffirmé par la voix de son porte-parole sa pleine confiance dans la légalité de cette mesure destinée à financer un prêt massif à l'Ukraine. Ces développements illustrent la poursuite d'une guerre qui est aussi une guerre d'usure économique, entrée en mars 2026 dans sa 5e année. C'était mieux avant lui. Donald Trump a sévèrement critiqué la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, jugeant qu'elle n'était plus ce qu'elle était dans des interviews accordées au Sun et au Daily Telegraph le 3 mars. En pleine guerre contre l'Iran, le président américain s'est dit très déçu par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui l'accuse de n'avoir pas été coopératif au début du conflit. Trump reproche notamment à Londres son retard à autoriser l'utilisation de la base de Diego Garcia pour des frappes américaines avant un revirement tardif. Je n'aurais jamais pensé voir ça de la part du Royaume-Uni, a-t-il lâché, estimant que Starmer aurait dû aider sans hésiter. Il a même comparé défavorablement le dirigeant travailliste à Winston Churchill, soulignant un affaiblissement donc historique de l'axe transatlantique. Keir Starmer a défendu sa position. Juger l'intérêt national britannique reste son devoir, même face aux désaccords exprimés par Donald Trump.
Allumer le feu, une découverte archéologique majeure sur le site de Barnham, dans le comté de Suffolk, à l'est de l'Angleterre, daté d'environ 415 000 années, relance le débat sur l'origine et la maîtrise du feu chez les hominines. Deux fragments de pyrite utilisés comme briquets préhistoriques avec du silex pour produire des étincelles ont été trouvés près de foyers intentionnels, confirmant une fabrication contrôlée du feu, probablement par des néandertaliens anciens. Publié en décembre 2025 dans Nature, cette étude repousse de plus de 350 000 ans les preuves directes de cette technique. Elle suggère un tournant majeur, autonomie accrue, transformation alimentaire, lien social autour du foyer. Pourtant, certains chercheurs estiment que l'usage du feu a pu connaître des pertes et redécouvertes ou dépendre d'opportunités climatiques, alimentant une controverse scientifique déjà bien nourrie par le besoin de reconnaissance de certains. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit l'avocat Juan Branco pour débattre de la guerre en Iran et de la présidentielle de 2027. Marine Le Pen ou Bardella face à Mélenchon, voter pour qui? Je vais être au second tour et je vais fracasser monsieur Bardella. Ça, c'est exactement. Un premier point. Également au programme de votre journée passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit Philippe Capron pour son dictionnaire impertinent de la guerre. Et puis demain, jeudi, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec l'historien des sciences Luc Marie qui présente son dernier ouvrage sur de possibles fins du monde entre astéroïdes et supervolcans destructeurs. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, aux côtés d'Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.